co-animer cette table ronde numéro 2 donc sur numérique, développement économique et emploi dans les territoires fragilisés avec Armelle Guillet du CNAM. Armelle, à qui je vais passer la parole tout à l'heure. Alors voilà, on est sur un format d'une heure aussi pour cette table ronde. On a décidé quelque chose d'un petit peu plus dynamique avec Armelle pour cette table ronde. Après tout, on parle d'économie, on parle d'entreprise. Donc on a besoin de faire rebondir les gens sur ce dont ils vont nous parler. Donc on espère, en tout cas, hein, comme ça qu'on a travaillé en amont. On va aussi bien sûr faire en sorte de gérer le temps par respect pour chacun et surtout pour répondre aux nombreuses questions qui sont là. Armelle, je vous en prie, c'est à vous. Oui, alors on a autour de la table ronde virtuelle et non pas physique plusieurs intervenants. Donc je vais les présenter par ordre alphabétique. Voilà, c'est le choix qui s'impose quand on est en virtuel. Donc nous avons d'abord Michel Chey qui est vice-présidente au sein de la section du travail et de l'emploi du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Elle est également conseillère confédérale à la CGT. On a autour de la table également Thibaut Guyet qui est haut commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises. Olivier Lepic, maire de Carnac et secrétaire général de Capgemini, et puis Juliette Nigrelli, qui est directrice de l'innovation pour le groupe Crédit Agricole. Alors, sans transition, je vais poser une première question à Michel Chey pour lancer cette table ronde. Le numérique, de votre point de vue et au constat que vous faites aujourd'hui, à travers votre point d'observation, est-il un moteur de croissance pour les territoires fragilisés, pour les territoires ruraux, pour les quartiers prioritaires, etc. Ou est-ce que, selon vous, c'est aujourd'hui un facteur d'aggravation de ces inégalités? Oui, je vous remercie de m'avoir invité déjà à cette table ronde. Avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut faire quand même un petit constat, c'est qu'aujourd'hui, la métropolisation de l'économie a concentré la création d'emplois et de richesses dans le cœur des grandes agglomérations. Et le repli des services publics a conduit à un éloignement des populations de certains territoires. Ce sont bien 30 ans de désindustrialisation pardon, continue de certains territoires vers la métropolisation et dans ces territoires fragilisés, les personnes se sentent parfois bien oubliées. Alors effectivement, il s'agit d'avoir une couverture d'abord à l'accès numérique, mais ça a dû être dit, c'est une banalité de le dire, il y a encore trop de zones blanches et ça ne fonctionne pas partout très bien, mais ça c'est évidemment c'est le b.a.-ba, je dirais, hein, pour que les territoires puissent créer des choses, des emplois, etc. Donc la première chose, c'est l'accès. Mais en même temps, il y a besoin d'infrastructures numériques suffisantes, mais aussi qu'il y ait des plans de développement de territoire qui soient actés entre les acteurs locaux pour permettre justement la valorisation des territoires les plus fragilisés. Alors évidemment, il ne s'agit pas de décider, enfin en tout cas pour ce qu'on défend, mon organisation défend et propose, il ne s'agit pas de décider d'en haut, mais de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et les partenaires sociaux, donc y compris les organisations syndicales, mais aussi les chambres consulaires pour que ces plans de développement soient échangés, validés, etc., en commun avec les infrastructures et l'ingénierie qu'il convient. Mais il faut aussi associer les banques. Parce que aujourd'hui, que ce soit la banque, la BPI, etc., on a besoin d'avoir aussi les finances qui sont autour de la table pour définir ces projets de développement des territoires. Donc je pense que ça, c'est un... Je vais donner un exemple, puisque moi je suis de Toulouse, je suis d'Occitanie, hein. Donc, par exemple, on parle aussi du plan de relance et des enjeux du numérique, hein, puisqu'il y a un certain nombre de moyens qui seront déployés dans le cadre qui sont déployés dans le cadre du plan de relance des territoires, décidé par les territoires. Et par exemple, il a été décidé de répondre à des projets innovants pour faciliter la filière viticole.
savez que dans notre région, quand même, ça représente quand même à peu près 100 000 emplois. Et donc, il a été proposé que des projets soient sollicités et validés pour mettre en place un site marchand Internet pour l'ensemble de la filière viticole. C'est quand même intéressant parce que déjà, d'une part, ça permet de préserver les emplois de cette filière. Il y a des choses qui ont été faites également sur le tourisme et ça ne concentre pas simplement les grandes agglomérations comme Toulouse ou Montpellier. Et là, on est dans des petits, dans des territoires de plus petite taille. Voilà pour l'instant, pour ce que j'ai sur la question des territoires fragilisés. Bien évidemment, enfin, je réinterviendrai par la suite parce que en ce qui concerne le Conseil économique et social et environnemental, nous avons travaillé et rendu un rapport, par exemple, sur le service public, service au public. Et concernant les territoires, nous avons fait une préconisation qui est de faire du numérique une priorité nationale avec la création d'un grand ministère du numérique et une agence numérique de l'intelligence artificielle pour l'accès, par exemple, au haut débit partout, dans tous les territoires. Nous avons également, dans un autre avis, où j'étais co-rapporteur sur travail, emploi et mobilité, fait le constat que justement dans la première vague, enfin le premier confinement, euh, des salariés qui ont de plus en plus télétravaillé et là aussi où il y a eu, quand il y avait les possibilités de ne pas rester en région parisienne, d'aller dans des territoires, enfin, sur des lieux un peu moins exposés, je dirais, que la question du télétravail a donc forcément explosé et aujourd'hui elle est largement encouragée. Il faut effectivement encourager le télétravail pour plusieurs raisons. Bon, là, on a évidemment la question sanitaire, mais aussi pour des questions environnementales, tout simplement, puisque éviter, enfin, réduire la mobilité des salariés et des transports en commun, c'est aussi bon pour l'environnement. Alors évidemment, on ne va pas proposer que le télétravail se développe sur toute la semaine, parce que ça pose aussi des problématiques. On a besoin de temps collectif dans les entreprises et de liens, de partager le lien. Le télétravail ne peut pas être 100% toute la semaine. Donc là, on a fait aussi donc des préconisations pour qu'il y ait plus d'accords de télétravail dans les entreprises. Ça, c'était avant le confinement. Aujourd'hui, il se développe, mais enfin de manière un peu, comment, on aurait besoin d'avoir, ce qui va se passer au niveau national quand même, une négociation interprofessionnelle nationale sur la question du télétravail pour voir tous les aspects que cela suppose, que ce soit non seulement, alors évidemment, il y a l'accès, mais aussi il y a la question de la qualité de vie au travail, le droit à la déconnexion aussi. Et ça, ce sont des enjeux qu'il serait nécessaire de réguler au niveau national pour après le décliner entreprise par entreprise. Évidemment, ce télétravail permet que les salariés restent sur place, mais on a aussi proposé de multiplier les espaces, les coworking, hein, les espaces de travail partagés, ce qui permettent d'avoir des trajets plus courts, mais aussi garder un lien. Et puis, ce sont des espaces d'échange et qui permettent aussi de développer de bonnes pratiques et voir des échanges fructueux pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Voilà Merci. pour l'instant. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est très vaste. Effectivement, vous avez bien balayé toute la thématique qu'on pouvait voir entre territoires fragilisés et en quoi le numérique est moteur de croissance. La Tarnaise que je suis a adoré l'exemple que vous avez donné par rapport à la thématique viticole. Vous nous parlez de choses très importantes que nous développons dans le livre blanc avec hashtag le plus important et que nous présentons aussi aujourd'hui, enfin, grâce à ce colloque. Je vais m'adresser à Juliette Nigrelli.
Juliette, je ne sais pas si vous souhaitez mettre votre caméra, si c'est possible. Vous évoquez l'importance des tiers-lieux et l'importance de toutes ces actions qu'on peut faire pour rassembler les différents acteurs. Juliette, vous connaissez bien la thématique avec notamment les villages BAICA. Je voulais vous demander, voilà, quels sont les secteurs qui sont porteurs ou prioritaires sur lesquels le numérique peut avoir le plus d'effets bénéfiques dans le territoire fragilisé. Et justement, avec cette expérience du village BAICA, avec l'ambition de ce projet, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager? Oui, alors merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur au Crédit Agricole. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Michel Chez. Je partage tout à fait le fait que dans un premier temps, ce qui est indispensable, c'est évidemment les infrastructures télécom. Et que c'est comme, enfin, moi, je renverserai votre question en disant que quand il y a des trous numériques, on fragilise des territoires. Et c'est plutôt comme ça, en tout cas, qu'on le voit. Et en ce qui concerne les territoires ruraux, nous ne considérons pas en tant que Crédit Agricole qu'il s'agit de territoires fragiles, mais par contre, je vous confirme que nos agriculteurs ont absolument besoin d'une couverture numérique, hein, et de plus en plus en termes de digitalisation de notre agriculture, donc une agriculture plus soucieuse d'environnement, donc moins gourmande en implants, ce qu'on appelle l'agriculture de précision, le numérique, hein, le digital, tout ça, ça favorise complètement et c'est clé pour eux, hein. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté. Les belles histoires du numérique comme moteur d'activité, ben, on en a plein, hein. Au Crédit Agricole, on table sur l'esprit d'entraide et de solidarité de nos concitoyens avec la plateforme J'aime mon territoire que nous avons lancée au printemps 2020 lors du premier confinement et qui poursuit son développement. Donc un service numérique où se rencontrent associations, producteurs locaux, consommateurs, communautés d'intérêt, hobby avec le même objectif, faire vivre et développer des relations territoriales harmonieuses qui profitent au plus grand nombre. Deuxième exemple, nous soutenons et promouvons différentes plateformes de mise en relation directe de producteurs locaux, hein, nos agriculteurs qui sont nos gouvernants, mais aussi nos clients avec des consommateurs finaux, les drives fermiers que l'on voit un peu partout maintenant. Donc tout ça, le Crédit Agricole soutient la mise en place de ces initiatives. Et puis troisième exemple, nous expérimentons dans nos agences, hein, qui ont une couverture absolument partout, des espaces d'acculturation digitale où les particuliers, qu'ils soient clients ou non de la banque, peuvent faire leur formalité administrative à distance ou s'entraîner à devenir autonomes dans l'utilisation de leur banque en ligne. Voilà, ce sont des exemples précis et concrets que le Crédit Agricole mène de manière à ce que nos territoires, qu'ils soient déshérités ou pas, ruraux ou pas, en tout cas, aient des services digitaux à peu près égaux partout. En ce qui concerne les villages BAICA, donc les villages BAICA sont des accélérateurs de start-up. Nous en avons 37 actuellement, dont 35, on va dire, en France, un peu partout dans les principales villes et agglomérations françaises. Elles regroupent plus de 1000 startups et plus de 600 partenaires. Alors pourquoi avons-nous créé les villages BAICA? Eh bien, tout simplement dans cet objectif d'apporter l'innovation et la digitalisation partout dans les territoires en France. Donc, ces villages BAICA sont des tiers-lieux d'hébergement de projets entrepreneuriaux où se côtoient, se rencontrent des porteurs de projets, des experts, des chefs d'entreprise, des financiers, des économistes, des hommes politiques, dans le but de créer des écosystèmes pensants et agissants pour accompagner le développement et la transformation des territoires. Et c'est en lien direct avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Voilà, donc on accélère, on héberge des startups, mais on fournit aussi coaching quotidien, ateliers de réflexion, mise en relation personnalisée. Et pourquoi faisons-nous tout ça? Parce qu'on croit évidemment que ces créations de liens physiques et digitaux entre parties prenantes essentielles de territoire sont des lieux où l'on invente de nouveaux possibles et où l'on crée par l'expérimentation
en s'appuyant sur l'intelligence collective, et tout ça vient servir évidemment notre raison d'être en tant que banque coopérative et mutualiste. Merci beaucoup, Juliette Nigrelli. En rebondissant sur vos propos, je vais m'adresser à Thibaut Guilluy. Là a été évoquée la question de la mise en relation des acteurs, de l'intelligence collective. Est-ce que, en tant que haut-commissaire, vous avez identifié des pans d'activité qui échappent un peu à cette logique d'intelligence collective, si je puis dire, et des secteurs d'activité qui seraient plus sous surveillance sur cette question de la capacité de mettre le numérique au service du développement? Comment vous voyez cette question-là? Bon, je pense que l'intelligence collective est une chose assez bien répartie ou suffisamment bien répartie ou suffisamment mal répartie, ça dépend des points de vue, dans toutes les professions et dans tous les secteurs. Cela dit, la question qui est posée, et puis qu'ont rappelé les intervenants précédents, c'est que, en tout cas, dans la période dans laquelle on est, le premier confinement a bien mis en exergue le potentiel du numérique en tant qu'opportunité et le potentiel du numérique en termes de risque. Opportunité, parce qu'on a bien vu qu'en fait, toutes les entreprises et tous les secteurs qui avaient pris plutôt de l'avance sur leur digitalisation pouvaient tirer finalement un certain nombre d'opportunités, de tirer les marrons du feu finalement de cette situation et d'être plus résilients, de pouvoir s'adapter un petit peu mieux finalement et de faire face aux contraintes extrêmes qui étaient posées finalement au fonctionnement normal des entreprises. Et puis d'un autre côté, on a vu évidemment que dans des secteurs sur lesquels la société n'était pas encore au rendez-vous, je pense notamment par exemple dans le domaine de l'éducation, dans un certain nombre de domaines de la santé, puisque c'est le thème quand même des territoires fragilisés, sur lesquels l'accès au numérique, y compris d'ailleurs ne serait-ce qu'en termes d'accès purement au réseau, ou etc., faisait que ça renforçait très fortement les inégalités sociales. C'est pour cela que ça nous a amené, et pendant et ensuite, notamment dans l'élaboration du plan de relance, je dirais de façon assez multifacette, de mettre comme une des priorités, hein, on a quand même 3 grands axes dans le plan de relance en termes de secteurs, qui sont vraiment d'accélérer les transitions écologiques, évidemment, transition dans le domaine du soin et du prendre soin, et puis ces transformations digitales. Alors ensuite, ça s'exprime à plein de niveaux. Nous, sur la question de l'emploi et de l'orientation professionnelle auprès d'Elisabeth Borne, d'abord, il n'y a quasiment plus un seul métier qui peut être accessible pour celui qui est en situation d'illettronisme, qui n'a aucune maîtrise des compétences digitales de base. Donc, on accélère très fortement un effort qui avait déjà été engagé depuis 2017 avec le plan d'investissement dans les compétences, avec le PIX, avec le pass numérique, hein, le travail que fait Cédric O, pour faire en sorte qu'on réduise fortement et rapidement ces situations où certains Français, Françaises ne maîtrisent pas les compétences digitales de base pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir accéder, je dirais, aux emplois quels qu'ils soient. Deuxième enjeu, évidemment, les métiers du numérique en tant que tels dans les secteurs. On est rentré dans la crise, il y avait quand même pas loin de 80 000, je crois que Jean Bassère pourrait être peut-être un petit peu plus précis, mais je crois qu'en 2018, il y avait quand même 80 000 métiers du numérique qui étaient non pourvus. Et puis de l'autre côté, quand même des situations où on s'aperçoit que l'accès au numérique n'est pas donné à tout le monde. Il y a encore des barrières de genre, un problème d'accès à la diversité, d'ailleurs aussi de phénomènes d'autocensure, hein, puisque les personnes habitant dans les quartiers politiques de la ville sont 30, je crois que à peu près un tiers de moins que la population générale s'imagine pouvoir travailler dans le numérique. Alors que toutes les initiatives qui ont été démontrées avec la grande école du numérique et avec tous les efforts de formation qu'on a pu réaliser, ont montré finalement que cet accès était possible. Donc, on a cette équation aussi à résoudre de accélérer cette digitalisation de l'économie, du pays, etc., pour être plus performant, plus adaptatif, plus résilient, et en même temps réussir à renouer avec une forme d'égalité des chances et puis la possibilité de donner à chacun la possibilité de saisir ses opportunités.
c'est 100 000 formations supplémentaires quand même qui vont être financées, notamment dans la transition numérique, dans le cadre du plan d'investissement des compétences, dans le cadre du plan de relance. Je pense aussi à l'effort dans le domaine de l'alternance, de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation, où j'ai énormément d'entreprises qui aujourd'hui, malgré la crise en fait, et parfois avec des situations, je dirais, économiques un peu compliquées, mais qui recrutent massivement des jeunes apprentis, et notamment pour accélérer les transformations digitales là-dessus, soutenues par le gouvernement en termes de prise en charge du coût de l'apprentissage, mais c'est aussi des choix stratégiques qui sont très forts d'un certain nombre de secteurs, de filières, etc. pour ça. Et puis tant mieux parce que ça permet d'offrir des opportunités aux jeunes. Donc ça, c'est évidemment une invitation à se saisir. Donc plan d'investissement dans les compétences, grande école du numérique sur lequel on va aussi renforcer l'effort et le soutien. Et puis cette question de l'alternance. Après, au-delà de la question de l'orientation et de l'emploi, vous avez cité rapidement la question en fait dans les territoires de l'accès au réseau. Donc, on va accélérer encore notre investissement dans le très haut débit pour que la fibre optique relie tous les territoires d'ici 2025. Il y a des investissements très importants qui ont été réalisés depuis 2017, mais qu'on est en train d'accélérer pour connecter tous les territoires. Évidemment, il faut des tiers-lieux, ce que disait la personne du CESE sur le fait qu'il y a un mouvement sur le télétravail qu'on accompagne évidemment très fortement au niveau du ministère, mais qui doit s'accompagner aussi de l'équipement, en fait, de l'équipement partout dans les territoires et notamment à travers le développement de ces tiers-lieux numériques. Voilà. Et puis ensuite, ça n'est pas qu'une question d'outils. Le numérique, c'est aussi un état d'esprit, c'est un accompagnement, c'est de la formation, c'est du changement culturel. Et donc, c'est toute cette conduite du changement sur lequel il faut qu'on soit, à mon sens, collectivement très attentif dans les services publics, dans les entreprises, dans les collectivités, de manière à faire en sorte que finalement, ces transitions, même si elles s'accélèrent, ne laissent pas au bord de la route trop de monde comme ça a pu l'être dans les années qui ont précédé. Merci beaucoup. Claire, peut-être on peut se tourner maintenant vers Monsieur Lepic, Olivier Lepic. Donc vous êtes, je crois, à la mairie de Carnac en ce moment. Tout à fait, je suis confiné en Bretagne. Voilà, donc confiné en Bretagne. De votre point de vue, et en tant qu'élu local, de quoi les entreprises ont-elles besoin pour développer l'activité par le numérique dans les territoires? Alors, je ne sais pas si votre territoire peut être qualifié de fragilisé ou pas, mais comment vous voyez ça? Est-ce que, et vous, en tant qu'élu local, est-ce que vous pensez que vous avez des leviers d'action, et si oui, lesquels? Alors, effectivement, c'est contre-intuitif de penser qu'une petite station balnéaire chic de Bretagne est un territoire fragile. On pense plutôt à la Creuse ou aux zones rurales, mais nous sommes un territoire fragile à certains égards, pour une raison très simple, c'est que nous avons un territoire qui est très attractif, avec très peu de foncier, et donc les prix de l'immobilier sont très élevés, et les Carnacois, je dirais les locaux, ont beaucoup de mal à se loger sur le territoire de la commune. C'est un des vrais défis pour une commune comme la nôtre. Et donc, ils sont obligés d'aller construire ou de s'installer un peu plus au nord dans le centre de la Bretagne, ce qui est un vrai problème pour la commune. Et parce que je voudrais vous donner un petit peu une perspective des territoires à l'ère du Covid et des opportunités ou des menaces que représente le numérique pour ces territoires. Ce n'est pas le secrétaire général de Capgemini qui va vous dire que le numérique est une menace. Néanmoins, comme le disaient certains intervenants au début de ces présentations, le numérique n'est ni bon ni mauvais, il n'est simplement qu'un outil qui nous permettra de faire des choses merveilleuses si nous savons correctement l'utiliser. Donc je pense à cet égard que beaucoup de choses ont été dites depuis le début de ce colloque, et je pense que la première question essentielle pour un territoire, c'est évidemment la qualité des infrastructures. Carnac est effectivement au bord de l'Atlantique, on a le Gulf Stream, un climat très agréable,
C'est très beau la Bretagne et je ne vous dirai pas le contraire. Et on a assisté pendant le premier confinement à un afflux massif de personnes, notamment des cadres supérieurs qui sont venus se confiner dans leur résidence secondaire. Donc, ça en provoque d'ailleurs parfois quelques tensions avec les locaux, parce que certains ne sont pas forcément arrivés quand ils avaient le droit et nuitamment. Mais ceci dit, beaucoup de gens, et je pense que ce sera une des conséquences majeures de cette crise, puisque la notion même de travail va changer. Chez Capgemini, nous sommes 270 000 collaborateurs et en l'espace de 3 semaines, nous sommes parvenus à mettre 95% de ces collaborateurs en télétravail. Je pense que cet impact de la pandémie sera, je dirais, pérenne à l'issue de cette épreuve que nous allons surmonter, et que le télétravail va devenir peut-être pas la règle, mais en tout cas va se développer de manière beaucoup plus importante. Et moi, j'ai vu sur le territoire de ma commune beaucoup de cadres supérieurs venir s'installer avec leur famille. Et pour la première fois depuis 15 ans, j'ai les effectifs de mes écoles qui étaient en décroissance continue depuis longtemps, et bien qui sont en forte hausse, parce que effectivement j'ai des salariés qui travaillent, qui viennent s'installer sur la commune, qui consomment, qui utilisent les artisans, et c'est une immense bouffée d'air pour l'économie de la commune, qui n'en a pas vraiment besoin à l'été, mais en revanche, l'hiver, effectivement, c'est très important. Et quel est le principal frein d'installation de ces personnes sur une commune comme la mienne? C'est effectivement les infrastructures de télécommunication, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont toujours pas satisfaisantes. C'est-à-dire que même sur la côte, dans une commune qui fait 4 500 habitants l'hiver et 60 000 le 15 août, eh bien, on a encore des zones blanches, on a des problèmes de haut débit, on a des problèmes, y compris de téléphonie mobile à la campagne, puisque la commune s'étend assez largement au nord, et c'est un vrai frein pour le télétravail. Sans reprendre cette notion de ruissellement qui a provoqué beaucoup de débats au début du mandat d'Emmanuel Macron, je peux vous dire que quand on est une commune balnéaire qui a une vie un petit peu calendaire, c'est-à-dire frénétique en été et un peu plus calme l'hiver, le ruissellement, on sait ce que ça veut dire. Parce que quand ces personnes viennent s'installer sur le territoire de la commune, qu'ils ont un pouvoir d'achat relativement important, mais je peux vous dire que toute l'économie en profite, les artisans, les commerces locaux, qui souffrent beaucoup en ce moment. D'ailleurs, ma matinée a été consacrée avec d'autres maires à savoir si nous devions ou non prendre des arrêtés illégaux pour leur permettre de rouvrir, ce que je ne ferai pas, évidemment, parce que je pense que ce n'est ni le rôle d'un maire, ni celui de la République. Mais en tout cas, c'est très important. Je dirais que la première chose, ce sont effectivement les infrastructures. Ensuite, ce n'est pas suffisant, et tous les intervenants l'ont rappelé, il y a beaucoup d'autres choses à mettre en œuvre, que ce soit dans la formation, dans les tiers-lieux. Et d'ailleurs, nous allons ouvrir à Carnac un espace de coworking. Et je peux vous dire que si on m'avait dit il y a 5 ans que j'allais ouvrir un espace de coworking à Carnac, j'aurais souri légèrement. Et pourtant, on va le faire parce qu'effectivement, on constate, et déjà lors de cette deuxième phase de confinement, qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir s'installer définitivement sur la commune. Je crois que c'est valable pas seulement pour les communes balnéaires ou littorales, mais je pense qu'on va assister à une tendance de fond de fuite en tout cas des grandes villes et des grandes capitales avec leurs soucis. Et je pense que c'est vraiment une chance pour les territoires. Donc si nous savons les doter, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment, y compris par la région Bretagne. Moi, j'ai un plan fibre sur la commune qui arrive. Mais je pense que la clé, avant même de discuter de comment le numérique peut irriguer nos territoires et surtout les zones fragiles, c'est vraiment de développer des infrastructures qui permettent d'avoir accès au haut débit, à la téléphonie mobile partout sur le territoire. Parce que je pense que cette période post-Covid fera que beaucoup de gens auront envie de quitter les grandes villes et peut-être mettre fin à ce jacobinisme territorial et géographique français qui veut que effectivement l'activité économique se concentre dans les grandes villes. La deuxième chose, c'est que le numérique, c'est une opportunité, je viens d'expliquer pourquoi, c'est aussi une menace. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de petits commerçants qui sont évidemment pas à cause du numérique, mais à cause de cette pandémie dans des situations extrêmement fragiles parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir et ils sont concurrencés aujourd'hui par d'autres plateformes qui sont celles du numérique, du digital, que sont les Amazon et qui suscitent beaucoup d'acrimonie en ce moment parce qu'on a l'impression que c'est une concurrence déloyale. Il y a eu ce débat au cours du week-end sur les grandes surfaces qui pouvaient continuer d'ouvrir des rayons hors alimentaire, hors hygiène. Et si on n'y prend pas garde, effectivement, cette opportunité qu'est le numérique peut aussi se retourner contre nous en provoquant une désertification du commerce local,
commerce local qui est quand même très important pour, je dirais, la vie quotidienne, pour la qualité de vie dans nos villages, y compris dans les zones rurales. Et donc, il faut vraiment que, c'est ce que font d'ailleurs les commerçants en ce moment à Carnac, ils se développent tous sur un espace numérique, ils font du click and collect, ils font de la livraison sur place. Et donc, si on n'y prend pas garde, c'est aussi une menace très importante. On voit aux États-Unis qu'un certain nombre de sénateurs se préoccupent de quasi-monopole dans l'espace digital et dans l'espace numérique. C'est aussi quelque chose sur lequel nous devons veiller si nous voulons qu'il y ait un développement harmonieux entre justement ce monde numérique que je connais assez bien chez Capgemini, mais qui est aussi une menace pour les territoires de la République, parce que si demain il n'y a plus le petit boucher, le petit poissonnier, la petite épicerie, eh bien c'est plus que simplement une disparition d'une frange de notre économie, c'est aussi, je dirais, un danger pour la société dans son ensemble, pour la démocratie. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à cela, et c'est ce que je pense l'association s'emploie à faire, c'est à faire en sorte que ces outils numériques soient le plus largement partagés possible par la population, parce que je reste persuadé que c'est une formidable opportunité pour les territoires. Merci beaucoup, Olivier. C'est effectivement ce vers quoi on tend. Armelle, allez-y, je vous en prie. Oui, juste, vous n'avez peut-être pas tout à fait répondu sur la partie en tant qu'élu. Comment est-ce que vous voyez, vous, votre action là-dedans? Est-ce que vous avez des leviers possibles? Et est-ce que, pour cela, vous avez besoin de mobiliser d'autres types d'acteurs? Alors moi, j'ai évidemment des leviers possibles. Ils n'ont pas trait forcément d'ailleurs au digital ou au numérique. Par exemple, moi, j'ai empêché les grandes surfaces de se délocaliser en zone périphérique urbaine dans ma commune, parce que je ne voulais pas, parce qu'on l'a trop fait en France. Vous savez, le monopole d'Amazon, c'est un petit peu le même problème que le monopole de la grande distribution. Quand vous laissez trop d'espace à des grandes entreprises, il faut de la concurrence. Et quand cette concurrence, elle est un peu, je dirais, biaisée, parce que quand vous avez 3 centrales d'achat ou 4 centrales d'achat qui maîtrisent 80% du marché de l'alimentaire, eh bien, si vous les laissez trop s'étendre, et notamment, voilà, je pense que beaucoup de communes l'ont constaté dans le centre de la France, pendant les années 70-80, on a laissé dans ces zones périurbaines ces grandes enseignes nationales se développer, dans des zones bitumées où il est très facile d'aller avec sa voiture, se garer, remplir son coffre. Et ça a totalement tué le tissu local, les centres-bourgs, les centres-villes. Donc, ce n'est pas tellement, je dirais, le numérique ou le digital, mais de prendre garde à ce que ce soit dans l'économie physique, mais également dans l'économie digitale et numérique, eh bien, que des monopoles ne s'installent pas. Parce que je suis profondément libéral, mais le libéralisme, ça n'est pas le monopole. Au contraire, les États-Unis, notamment, ont su très bien faire par le passé, et ce qu'ils ne font peut-être plus maintenant avec les GAFA, mais ils ont su parfaitement maîtriser ces monopoles qui étaient intrinsèquement mauvais pour le consommateur. Il y a l'exemple de la Standard Oil dans les années 20. Je pense qu'il faut aussi, dans l'espace numérique, dans l'espace digital, veiller à ce que des situations monopolistiques ne se construisent pas, car elles sont très dangereuses pour les territoires. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Armelle, d'avoir reprécisé sur cette logique aussi d'action en tant qu'élu. Avant de poser une question à Juliette et Thibault, Armelle, Michel, vous voulez peut-être rebondir par rapport à ces logiques de difficultés dans les pans d'activité à risque avec le numérique? Oui, alors je partage ce qui vient d'être dit effectivement sur la question des monopoles, et on le voit aujourd'hui quand les cœurs de ville deviennent des déserts, que du coup les services publics s'en vont, qu'on a après des petites villes qui ne vivent plus, et c'est là que les gens s'en vont. Donc, il y a la question aussi des transports, la question de la mobilité. Alors, je partage l'idée qu'il faut aider les artisans et les petites entreprises à pouvoir rester sur le territoire pour que la ville continue de vivre, et que justement, dans ces territoires-là, il y ait aussi des implantations d'entreprises. On a aussi un peu trop souvent aider les grosses entreprises à s'installer sans contrepartie, alors que
peut-être que nos petites entreprises, TPE, PME et les artisans auraient besoin d'être davantage soutenus et que l'on contrôle peut-être les aides publiques différemment. Moi, je ne sais pas si on fait référence aujourd'hui, effectivement, la grosse problématique, c'est Amazon. Est-ce que est-ce que, est-ce que c'est juste qu'Amazon touche aujourd'hui le CICE? Je pose la question, on s'égare peut-être un peu par rapport au numérique, mais néanmoins, ça reste quand même une véritable question. Voilà, est-ce que les aides aux entreprises, elles ne doivent pas être conditionnées à la création d'emplois, à l'installation dans les territoires dont ça oblige, ça nécessite aussi d'avoir des infrastructures de transport, des services publics aussi sur ces territoires, parce que les entreprises en ont aussi besoin. Moi, nous et mon organisation, on plaiderait pour que les aides soient conditionnées à un véritable plan de création d'emplois, de maintien de l'emploi, véritable maintien de l'emploi, aussi les enjeux environnementaux. Ce sont des choses importantes qu'il faut aujourd'hui faire vivre, mais qui aideraient aussi davantage les territoires. Voilà. Vous me faites une magnifique transition, Michel, avec la suite. Effectivement, de toute façon, oui, c'est d'actualité tout ce que vous soulevez. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre, nous l'espérons en tout cas, va permettre d'acter des choses en faveur des entreprises. Je rejoins ce qu'Olivier disait tout à l'heure aussi, voilà, sur tout ce qui se passe en local et sur cette concurrence face à laquelle, oui, le numérique a un impact et voir comment on peut aller là-dedans. Alors, je voudrais poser à Juliette et Thibaut cette question. Donc, d'après vous, de quoi les entreprises ont-elles besoin pour développer l'activité par le numérique dans les territoires fragilisés, véritablement, donc soit milieu rural. Alors, la Creuse a été citée 2 fois quand même déjà. J'ai même vu que dans les commentaires, on réclamait un village Baïséa en Creuse. Donc, à voir pourquoi il n'y en a pas. C'est noté, c'est noté. Juliette, je vous donne la parole pour commencer. Je passerai à Thibaut ensuite. Donc voilà, de quoi, selon vous, les entreprises ont-elles besoin pour développer l'activité grâce au numérique? Oui, alors on ne va pas revenir sur la couverture numérique, mais vraiment, voilà, je pense que les infrastructures sont clés. Je pense qu'il y a aussi besoin d'avoir des établissements d'études supérieures technologiques. On a en France la force d'avoir un bon réseau d'écoles d'ingénieurs et des bons IUT, etc. Il faut qu'ils soient vraiment disséminés sur le territoire. Et puis, ce qui me semble clé, je rebondis sur ce que disait Michel, on a absolument besoin d'avoir des petites entreprises innovantes, des jeunes entreprises innovantes et qu'elles soient dans les territoires. C'est l'objet des villages Baïséa, d'héberger des startups innovantes, technologiques, partout en France et pas uniquement à Paris. Et pour moi, quand on a ça, qu'on a une infrastructure télécom de qualité, la possibilité de fixer aussi nos jeunes en leur proposant localement la possibilité de faire des études supérieures et qu'en plus derrière ils ont un emploi dans une petite entreprise innovante sur place. Voilà, on a créé les conditions, on va dire, d'un revival des territoires qui sont fragilisés. Merci Juliette. Thibaut? Ouais. Je partage déjà ce qui vient d'être dit en termes de mobilisation de ces programmes, on va dire, un petit peu structurels. Ce qu'on peut aussi avoir en tête, je pense, c'est que les petites entreprises et les très petites entreprises ont plus de difficultés aujourd'hui à accéder en fait, au numérique et au digital. Donc, je pense qu'il faut qu'on investisse massivement et d'abord, c'est d'ailleurs ce qui est prévu pour venir en fait en soutien des commerçants, des artisans, des travailleurs indépendants sur leur digitalisation, sur l'accès aux opportunités de marché du numérique, etc. Donc là, il y a quand même à apporter des ressources et des moyens parce qu'il n'y a pas la capacité évidemment à mutualiser et à prendre des positions comme celle que dénonçait le secrétaire général de Capgemini. Donc, je pense par exemple sur l'intelligence artificielle. En fait, aujourd'hui, on a un programme IA Booster pour pouvoir aider les entreprises à se saisir en fait, et développer leurs compétences et les opportunités liées à l'intelligence artificielle.
Je pense aussi au programme France Num qu'on a mis en place pour soutenir les TPE et les PME dans leur effort sur leur digitalisation. Dans le domaine de l'inclusion aussi, j'ai pu mettre en place auprès d'Elisabeth Borne un certain nombre aussi de dispositifs de soutien à l'investissement et à la transformation digitale auprès des entreprises adaptées, des acteurs de l'insertion par l'activité économique, etc. Donc ça, je pense que vraiment, il faut qu'on accélère le soutien massif à ces entrepreneurs de territoire, et notamment dans les TPE et les PME. Et puis, enfin, je pense, alors ça va me paraître peut-être plus anecdotique, mais il y a un programme qui a été initié par la BPI et que je trouve très intéressant, qui s'appelle le VTE. Et en fait, du volontariat en territoire auprès d'entrepreneurs, et où c'est des étudiants qui vont passer 6 mois, 1 an, un peu en mission bras droit auprès d'un patron de PME en territoire. Et donc, je pense que ça peut être intéressant justement de s'appuyer sur ce type de dispositif où finalement, c'est une formidable expérience en fait entrepreneuriale et puis professionnelle pour les jeunes qui vivent ce type d'opération. Et souvent, ils apportent par contre un regard sur le digital et sur ces enjeux, etc., que peuvent parfois avoir un petit peu moins ceux qui commencent à avoir mon âge. Voilà. Merci beaucoup Thibaut. Alors, on va passer de façon succincte. Je sais que vous avez l'art de la synthèse quand vous avez besoin de toucher et d'être précis. Ce qu'on aimerait entendre de votre part, c'est voilà, selon vous, quelle serait la recommandation que vous pourriez faire pour qu'on puisse voilà, trouver une solution, faire en sorte que le numérique soit un levier pour le développement économique, pour le maintien de l'emploi dans les territoires, pour les compétences, etc. Qui commence? J'ai bien envie de passer la parole à Olivier, s'il vous plaît. Alors, je vais être très égoïste, très égocentré, mais en tant qu'élu local et maire d'une petite commune, et même si j'enfonce des portes ouvertes, c'est vraiment d'avoir des infrastructures de télécommunications qui soient suffisantes à l'épanouissement du numérique. C'est un prérequis, un préalable. Sans ça, il n'y aura pas d'épanouissement de l'économie numérique dans les territoires. Donc, même si c'est effectivement pas forcément très lumineux ni très intelligent de dire ça, c'est mon besoin à moi en tant qu'élu local. Merci Olivier. Juliette? Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire Olivier Lepic. Si on ne doit retenir qu'une chose, c'est vraiment de mettre en place des infrastructures télécom de qualité et homogènes partout, sur tous les territoires en France, y compris les territoires ruraux. Pardon, avec le micro, c'est mieux. Michel, à vous, je vous en prie. Bien sûr, après les infrastructures, c'est évident. Moi, je plaiderais pour qu'il y ait des plans de développement qui soient discutés, négociés avec l'ensemble des acteurs dans chaque territoire et qu'on y associe évidemment les élus, mais aussi, comme je le disais, les banques, les chambres de commerce, évidemment. Voilà, tous ces acteurs locaux qui doivent être mis autour de la table pour avoir de véritables plans de déploiement des territoires. Voilà. Oui, la question des acteurs est très, très importante aussi. Avant peut-être de l'aborder, Thibaut, à vous, votre recommandation? Moi, j'accélérais très fortement le programme Startup d'État, beta.gouv. Je pense que le numérique, c'est un moyen, mais je pense que c'est aussi un état d'esprit d'être orienté utilisateur. Et si on pouvait penser de façon un peu moins jacobine, un peu moins centralisée, en fait, la construction de nos services publics, je pense que le numérique nous donne vraiment l'opportunité de co-construire ces services publics et de partir finalement du besoin des utilisateurs, des usagers. Et c'est en le faisant à partir de là qu'on aura des services publics qui seront de proximité, puisqu'ils n'auront pas été pensés pour d'autres, mais seront pensés et élaborés par d'autres. Ça existe déjà, ça marche déjà. Il y a déjà plus d'une centaine de startups d'État qui fonctionnent et qui permettent vraiment de changer la vie des gens. Puisqu'on est dans le numérique, Pix, par exemple, hein, la plateforme Pix qui permet de former aux compétences digitales de base. C'est typiquement une startup d'État qui a commencé très petit, avec quelques utilisateurs, etc. J'allais dire dans le fond d'un garage
d'une administration de l'État et qui aujourd'hui bénéficie à plusieurs millions de personnes. Voilà, si on peut pousser ça, ça sera un vrai changement et peut-être aussi un changement culturel de se dire plutôt que de penser à la place des autres, bâtissons les services publics de façon citoyenne avec les citoyens. Merci beaucoup. Alors, il reste un petit quart d'heure. On va essayer de prendre et de relayer certaines des questions. Il y a une première question autour de l'enjeu de la posture entrepreneuriale avec une personne qui nous souligne peut-être la difficulté justement d'être accompagné sur cette dimension-là, sur la question de l'intelligence entrepreneuriale. Est-ce que pour vous, vous identifiez ce point-là comme un point important et du coup, je pense que ça renvoie aussi peut-être d'une certaine manière à une question culturelle, notamment pour les TPE, pour les artisans. C'est pas toujours évident de se dire que le numérique, c'est important aussi dans son propre métier, quand on est un peu voilà, les mains dans le cambouis, le nez dans le guidon. Comment vous abordez cette question-là et est-ce que vous voyez là aussi des leviers pour progresser sensiblement sur cet aspect? Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur cette première question. Bah, Bon. Si je peux me permettre, alors j'espère avoir bien compris la question, mais le fait d'être des TPE ou des petites structures, ou etc., un petit peu atomisées, je pense qu'il faut qu'on invente en fait un système qui soit une alternative en fait justement aux gros, aux GAFA que dénonçaient tout à l'heure d'autres intervenants. Et l'alternative aux gros, c'est la coopération entre les petits. Et cette coopération, elle est, je pense, vraiment possible avec l'outil numérique, s'il est bien pensé, pour finalement créer des infrastructures partagées sur lesquelles, derrière, chaque acteur peut évidemment vivre, j'ai envie de dire, sa vie et sa différence. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, moi, dans le domaine de l'inclusion, vous avez 3800 structures d'insertion, 900 entreprises adaptées, enfin, vous avez plus de 5000 entreprises sociales qui recrutent des personnes très éloignées de l'emploi. Pour elles, c'était très compliqué jusqu'à maintenant de recruter une personne, d'abord de les identifier, de les trouver, et puis il fallait passer par tout un tas de paperasses administratives pour pouvoir y arriver. Et bien, on a bâti ce système-là, ça s'appelle inclusion.beta.gouv.fr, et c'est des TPE, hein, la taille moyenne, c'est 20-25 salariés. On a mis en commun finalement, en logique de service public citoyen, l'infrastructure digitale, et ensuite chacun peut venir faire ses recrutements, automatiser, digitaliser ses démarches administratives, ou etc. là-dessus. Donc ça fait gagner en efficience, ça permet aux entreprises, et là en l'occurrence les associations, de se concentrer sur leur mission sociale et finalement d'avoir un effet volume qui n'a rien à rougir face aux grandes organisations. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir sur cette question de l'accompagnement à l'enjeu du numérique dans la posture entrepreneuriale? Écoutez, moi, je veux parler de mon territoire que je connais. Au sein de l'intercommunalité, c'est-à-dire que les 26 communes qui sont la strate administrative supérieure à celle des communes, on a à la fois une écloserie. On a repris un peu le vocable des huîtres, il y en a beaucoup dans la région. On a une écloserie et on a également un incubateur qui permet à la fois d'abriter physiquement les jeunes porteurs de projets, de les héberger pendant quelques temps, et donc il y a également autour de ces créateurs d'entreprise un réseau de business angels ou de chefs d'entreprise, soit en fonction, soit expérimentés, qui les aident à affiner leurs projets. Et je dois dire que la dimension numérique est évidemment prégnante dans ce conseil, et on a quelques succès déjà pour ce type d'initiative. Et je n'ai pas l'impression, d'ailleurs on a eu beaucoup de candidats, mais on a je dirais, du mal à remplir notre écloserie. Donc je pense que ce n'est pas tellement l'offre de conseil, sauf à penser qu'elle soit mal positionnée, mais je pense qu'elle existe aujourd'hui. Il faut peut-être plus la faire connaître et en faire la promotion. Très bien, merci. Une autre question qui apparaît dans le fil, c'est la question des technologies. On a beaucoup parlé des GAFA, mais se pose aussi la question de dire, voilà, on est peut-être dans un environnement où finalement beaucoup d'entreprises développent
des offres et utilisent le numérique, mais ça s'appuie beaucoup sur des technologies américaines, et je rajouterais voire chinoises ou autres. Est-ce que ça, pour vous, c'est un facteur de risque? Est-ce que c'est un levier ou est-ce que c'est neutre dans cette question de l'appropriation du numérique et d'en faire un développement, un élément de développement au service oui, des entreprises, de l'emploi dans les territoires? Je dirais que c'est un vrai problème de souveraineté nationale, mais je dirais au niveau de l'État. Un certain nombre des technologies effectivement majeures, notamment dans le cloud, sont de propriété américaine. On l'a vu avec le Health Data, et que ces technologies, et du moins leurs propriétés étrangères, pouvaient poser un problème de souveraineté. Je crois qu'en revanche, au niveau du territoire, un entrepreneur ne se pose pas la question de savoir si son accès cloud à AWS ou à Google est américain. Je pense que ce sont plutôt des problématiques, je dirais, nationales, éventuellement qui sont de la compétence de l'Union européenne, de manière à construire, parce qu'on ne le fera pas sur le marché français avec nos 60 millions de consommateurs face à des mastodontes comme l'économie américaine ou l'économie chinoise qui ont des effets d'échelle en termes de technologie qui font qu'ils sont effectivement dominants. Donc, je ne crois pas vraiment que ce soit une problématique pertinente au niveau de l'appropriation du numérique ou digital dans les territoires. En revanche, c'est une vraie problématique de souveraineté nationale et de souveraineté même européenne. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir sur cet aspect-là? Alors, un autre point, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Michel Chey tout à l'heure. Dans les recommandations du rapport du CESE, vous avez lié la question numérique et intelligence artificielle. Est-ce que pour vous, derrière, il y a quelque chose de particulier, enfin, une problématique particulière? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce point-là? Oui, dans une problématique d'ensemble, je dirais, puisque c'est une préconisation qui est issue d'un rapport qui s'intitule Services publics et services au public dans les territoires. Et en fait, la préconisation vise à ce qu'il y ait la création d'un grand ministère du numérique et de l'intelligence artificielle, puisque ce sont des choses importantes qui vont conditionner la vie la vie des gens, mais aussi la vie des territoires dans le futur. Et donc, c'est une préconisation issue de cet avis. Voilà. Très bien, merci. Un point que vous avez aussi abordé les uns les autres plus ou moins directement, c'est la question de la formation et des compétences. Peut-être on peut développer un petit peu cette partie-là parce qu'elle a été peu exprimée. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, la question de l'évolution, de l'accompagnement, on va dire de la formation d'une manière générale, je ne parle pas simplement là de la posture entrepreneuriale qui était soulevée tout à l'heure par un des participants, mais plus généralement, est-ce que l'enjeu de développement de compétences croisé avec la question des territoires est une vraie problématique aujourd'hui ou est-ce que c'est un des freins principaux au-delà de ceux que vous avez déjà cités, hein, autour de la question des infrastructures, enfin, des enjeux d'infrastructures, etc. Comment est-ce que vous positionnez cette question-là aujourd'hui par rapport à cet enjeu-là? En termes de formation, oui, pardon, on a effectivement besoin d'un investissement important, et notamment si je pense aux questions des reconversions professionnelles. Par exemple, on sait aujourd'hui que le nombre de destructions d'emplois, derrière, il y a aussi des créations d'emplois, et par exemple, la question sur les métiers du lien et du métier du lien à domicile. Il y a évidemment des enjeux dans les territoires importants. Alors, les salariés ont besoin d'être reconnus davantage dans leurs qualifications, qui majoritairement sont des femmes, et donc elles auraient des compétences qui sont évidemment naturelles et donc très peu reconnues. Or, ces métiers du lien qui étaient en première ligne et qui sont toujours en première ligne dans cette crise sanitaire, on a des besoins énormes pour les années à venir, hein, c'est des questions démographiques, et on a besoin aussi de travailler plus la coordination des acteurs dans ces métiers, par exemple. Et souvent,
les qualifications ou les espaces, par exemple, les espaces partagés pour faire un bilan sur la personne qui est suivie entre les services à domicile, mais aussi les médecins, etc., nécessite d'avoir des moments communs de bilan et sur les personnes. Et là, on a aussi, et donc on aurait peut-être besoin d'avoir, il y aurait besoin d'avoir des formations du numérique sur c'est les personnes qui exercent les métiers du lien. Mais aussi, je le disais, sur toutes les reconversions professionnelles qui a lieu. On a besoin de reconnaître en termes de compétences aussi ces enjeux et donc de favoriser ces formations, bien sûr, la formation tout au long de la vie. Merci. Ouais, moi, j'avais Thibaut, déjà, oui. oui, j'avais déjà insisté sur le point de la formation avec le plan sur l'investissement des compétences. Donc, Oui, je ne vais pas me tout à fait. répéter sur le plan sur l'alternance ou sur les grandes écoles du numérique. Je crois que vous avez Simplon, en plus de ça, qui va intervenir tout à l'heure. J'ai visité il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, une initiative qu'ils ont portée avec Microsoft sur l'intelligence artificielle très intéressante. Je trouve que l'autre point, donc là, on a des investissements honnêtement qui sont vraiment massifs dans le domaine pour la formation. Et c'est vrai que l'enjeu que vient de pointer Madame sur la question des reconversions, et moi j'ai envie de dire de manière générale, vraiment, la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire le maintien du niveau d'employabilité qui est quand même une responsabilité partagée entre les personnes, les salariés, les collaborateurs et aussi l'entreprise. Et donc là-dessus, on a quand même des sacrés efforts à faire. Des sacrés progrès en tout cas à réaliser de manière à faire en sorte qu'on maintienne l'employabilité et la capacité à s'adapter en fait à ce mouvement effectivement de modification substantielle des métiers et puis d'invention de nouveaux métiers. Et donc ça, la réforme sur la formation professionnelle et le CPF, vous avez tous maintenant quand même un compte personnel de formation qui permet quand même à chacun de pouvoir développer aussi plus son autonomie et son accès à la formation professionnelle. Donc ça, c'est quand même une chose très concrète sur laquelle on peut investir. Et d'ailleurs, ensuite, après, d'ailleurs, des villes ou des entreprises peuvent venir abonder le CPF des personnes, notamment d'ailleurs dans le numérique si elles le désirent. Donc, il ne faut pas hésiter à abonder, à investir dans cette finalement société de la formation continue, de la compétence à laquelle on aspire. Et puis, vraiment, la question des transitions professionnelles, qui est particulièrement accrue en ce moment. Là, on renforce vraiment toute la batterie d'outils qu'on a bâti avec les partenaires sociaux pour justement faciliter ces transitions professionnelles, en essayant d'éviter de passer par la case chômage à chaque fois que c'est possible. Il y a quand même beaucoup d'outils pour ça. Je pense notamment au FNE. Il y a quand même un peu plus d'1 milliard sur la formation du FNE. Il y a des plans sur l'accompagnement des transitions, notamment pour les jeunes aussi, qui sont assez massifs pour aller vers et se saisir des opportunités du numérique. Merci beaucoup Thibaut. Merci d'avoir mis en avant cette notion de maintien de niveau d'employabilité. On ne pouvait pas être mieux sur cette conclusion parce qu'effectivement, tout ce qu'on a évoqué là, donc soit pour les territoires fragilisés, les quartiers prioritaires, c'est cette grande question-là véritablement, de se dire que voilà, comment aujourd'hui on s'en sort, comment on maintient la croissance, comment on sauve nos commerces. Comment on survit même en Bretagne, comment on fait en sorte que des startups puissent se développer sans être forcément des licornes qui vont partir aux États-Unis ou à Paris, comment on peut aider, voilà, je pense quand Juliette, vous avez compris, il y a une commande d'un village Baïséa en Creuse qui a été passée en direct. J'ai vu aussi sur le chat et sur le fil des questions pas mal d'échanges d'informations sur des plateformes qui existent pour faciliter le quotidien en local et à la proximité. Et ce dont on se rend compte, c'est que noyé dans ce numérique, noyé dans ce digital, on n'a pas accès à l'information. On n'arrive pas forcément à savoir ce qui se passe à côté de chez nous, comment faire en sorte d'avancer tous ensemble par rapport à tout ça. Donc, on est là, vous êtes là. Il y a du travail pour tous les quatre, pour hashtag le plus important, pour le CNAM, pour pouvoir fédérer tout ceci, pour maintenir un niveau d'employabilité, pour pouvoir faire du numérique un véritable levier de croissance économique. Merci infiniment Michel Chet, Thibaut Pibi, Olivier Lepic, Juliette Nigrelli pour cette table ronde. Merci Armelle d'avoir co-animé celle-ci. Et je vais passer la parole de suite à la table ronde numéro 3.